Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Votre émission Point de presse est au rendez-vous. Merci pour votre intérêt à cette émission qui devient pour vous une émission référentielle caractérisée par des débats sur des questions d'actualité ayant marqué la semaine avec naturellement des journalistes venant des différents horizons de notre espace médiatique. Et comme au menu de cette émission, l'appel à la solidarité manifesté hier au boulevard Alfred Raoul par le RMP, entendu le Rassemblement pour la majorité présidentielle, ce pour exprimer leur soutien au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette semaine qui s'achève a été aussi marquée par le verdict de la Cour criminelle sur l'affaire dite du 4 mars 2012. Au finish, 6 condamnés et 26 acquittés. Nous tenterons également d'évoquer aussi l'interpellation le 10 septembre dernier du président de la Cour criminelle de Brazzaville au lendemain du verdict qu'il a rendu au cours de la session de la Cour criminelle statuant sur l'affaire du 4 mars, à suivre dans cette émission. Nous irons également à l'étranger pour parler de la RDC avec la concertation politique en cours et aussi la RCA avec la dissolution prononcée de la CELECA, la coalition de la rébellion qui a renversé le régime de François Bouzézi. Voilà tout ce chapelet de sujets que nous tenterons de commenter et débattre sur ce plateau avec un parterre de journalistes que je m'en vais d'abord les présenter. De l'autre côté, à l'extrême droite, nous avons Georges Mbanja. Georges Mbanja, journaliste, il est directeur de publication du journal La Semaine Africaine. Plus près de lui, c'est Ernest Lonchard-Dimi, journaliste, chroniqueur politique au journal Le Patriote. Alors, proche de moi, nous avons Juste Ubombo, politologue de son état. Et à ma gauche, Elie Smith, journaliste MNCOM. Alphonse Ndongo, journaliste au journal Jeune Afrique Économie. Alphonse qui nous revient après un long séjour d'absence au pays. Merci d'être venu sur ce plateau, Alphonse. Merci. Et enfin, Chrysostome Fouk Zozika, journaliste, rédacteur en chef au journal Manager Horizon. Voilà, présenté dans... Secrétaire de rédaction. Voilà. On me dit qu'il est secrétaire de rédaction, autant pour moi. Voilà. Comme présenter le décor de cette émission. Alors, nous ouvrons tout de suite par cette information. Après un long moment d'absence, le président de la République a regagné le bercail. C'était hier après-midi. Denis Sassou Nguesso est rentré de l'Espagne où il a été séjourné pour les vacances. Alors, mes chers confrères, le président de la République est rentré. Derrière lui, certains ministres étaient aussi en vacances comme lui. Est-il normal dans les pays comme les nôtres que les ministres partent aussi en vacances? Question d'échauffement que je voudrais que Elie puisse ouvrir le bal. Oui, vous voyez, on veut inculquer son contraire. Je relisais aujourd'hui les déclarations de Najib Razak, qui est le premier ministre malaisien, qui disait que lui, et pour que la Malaisie puisse revenir comme elle est devenue aujourd'hui un pays à revenu intermédiaire, un vrai pays, n'ayant pas le slogan, les gens ne partaient pas en vacances, les gens travaillaient. Donc je ne peux pas comprendre que le président de la République veut que ce pays soit un pays émergent, mais quand il n'est pas là, tous les présidents, tous les ministres vont en vacances. Il paraît que près de moitié vont en vacances en France. La même France que beaucoup d'entre eux semblent vouloir critiquer, qu'ils sont contre elle. Donc vous voyez qu'ils sont un peu hypocrites. Je pense qu'un pays sérieux doit travailler. Même le président lui-même, parce qu'il faut qu'il prenne l'exemple de leur propre président. Je crois que pendant une trentaine d'années, il n'est jamais allé en vacances. Hein. Je crois que quand il a même décidé, je crois si mes calculs, ou si je suis très bien, en 2002 ou en 2003, la première fois qu'il a décidé que, écoute, la mécanique est un peu fatiguée, je m'en vais me reposer. Mais il n'avait pas demandé que maintenant, ça devient un exemple, les ministres maintenant, ils partent au Brésil,
pour ceux qui aiment les pays émergents, la majorité sont en France. Et quand ils partent comme ça, rien ne se fait, la République est arrêtée. Alors dites-moi, comment allez-vous devenir un pays émergent si ce n'est pas un slogan comme on avait ici, santé pour tout en l'an 2000, un champ, une école, un champ, tout ça. Autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Et pourtant, on n'est pas toujours autosuffisant en fonction de l'alimentation. On importe toujours des pays voisins, même la République démocratique du Congo, qui est un pays qui n'est qu'un pays virtuel, nous donne à manger ici. Donc ce n'est pas normal. Voilà, c'est le point de vue de l'ISMIF. Alors, Joachim Banja, alors les ministres étaient aussi en vacances, tout comme le président de la République, alors que l'on déplore une certaine léthargie dans le traitement des dossiers au niveau de l'administration. Est-il normal pour vous? Vous posez la question de savoir est-ce normal, c'est pas normal. En toute activité humaine, les congés sont un droit. Hein, c'est un droit de prendre des congés pour changer un peu de rythme, ralentir le travail, évidemment. Sur le plan institutionnel, le plan de l'État, effectivement, Elie Smith a dit que c'est pratiquement à partir de 2002, parce que c'était 2002, l'élection présidentielle après la transition flexible. Donc à partir de là, le chef de l'État a pris l'habitude de quelques jours de repos en dehors du pays, d'abord en France et puis maintenant de plus en plus en Espagne. Et à partir de là, les membres du gouvernement ont évidemment pris aussi l'exemple et maintenant chaque année, après la fête du 15 août, le gouvernement prend les congés en 2 vagues. Moi, j'avoue que je n'ai rien contre, je n'ai particulièrement rien contre, mais au regard de la nature de notre régime, qui est un régime présidentiel, on sent quand même le ralentissement du fonctionnement de l'État. Dès lors qu'on est en régime présidentiel, après le président de la République, il n'y a personne qui assume politiquement la marche du pays. Bien, on a l'impression d'un pays subitement décapité comme ça là pendant quelques jours et tout est au ralenti et le signal envoyé n'est pas rassurant dans ce sens que pratiquement toute la sommité, l'élite politique aux affaires s'éloigne du pays. Ça donne l'impression que c'est comme si on craignait quelque chose, ceux qui n'ont pas les moyens de partir comme s'ils étaient condamnés à quelque chose. Donc c'est ça qui est un peu un signal pas encourageant, pas intéressant. Mais moi je relis ça par rapport à la nature de notre régime, qui est un régime présidentiel. C'est ça l'inconvénient. Quand le président de la République n'est pas là, tout donne l'impression de s'être arrêté alors qu'il y a des dossiers urgents et là on voit le pays malmené dans l'actualité sans réaction vraiment appropriée qui puisse rassurer le peuple. Donc moi c'est ça que je peux dire par rapport à cette question. Merci Joachim. Alors pas un signal pas intéressant, pas normal, alors qui veut dire autre chose? Oui, juste. Oui, parce que bon, je vais aborder peut-être pas tout à fait dans le même sens. Oui, rapidement, je dirais que bon, Dieu a créé le monde, le ciel et la terre en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour, on doit se reposer. Mais je dirais que la nature même du régime que nous avons dans notre nous impose que ces ministres ne prennent pas ses vacances. Et c'est vrai que, bon, quand on présente le président de la République aller en vacances, c'est un homme, il a besoin de se requinquer. Mais bon, là où ça peut peut-être me sembler peut-être pas choquant, mais un peu... Là où on peut s'interroger, c'est que les ministres vont en vacances en France, alors qu'on veut... on a le Congo, hein, on a notre pays. Moi, j'aimerais bien que les gens aillent en vacances dans leur terroir, retrouver les siens, ou au lieu d'aller en France, bon, ou d'aller en Espagne, oui, bon, peut-être que le président, il va en Espagne aussi pour se soigner, hein, certainement là aussi, parce que c'est un homme, il a besoin d'être requinqué, y compris dans son physique. Donc, bon, je dirais, ne polémiquons pas là-dessus, nous tous on a droit aux vacances,
Mais le problème, ne videz pas votre gémissaire, on aura tout le temps d'en parler ici sur ce plateau. Lorsque le président se déplace, voilà. C'est ça le problème. Lorsque le président se déplace, c'est comme si l'État congolais s'arrête. Et là, c'est un mal. Voilà, ce n'est qu'une question d'échauffement. Voilà, Alphonse. Bon, je n'ai rien contre le fait que les ministres prennent leur congé. Mais ce que je peux remarquer, c'est que déjà en Afrique, nous ne travaillons pas assez. Hein. Si vous prenez l'exemple des Asiatiques, ils ne connaissent pas la sieste. Déjà, nous, pour la plupart, on a souvent des problèmes avec nos épouses qui pensent qu'il faut faire la sieste. Alors que nous devons travailler encore plus et toujours parce que dans un pays comme le Congo, nous avons suffisamment de jours fériés. Et vous allez remarquer que des ministres vont au boulot, pour la plupart, souvent à 10 heures. 11 heures. Je ne connais pas des ministres qui, franchement, je crois qu'ils se comptent sur les doigts d'une main, c'est qu'ils sont à leur poste de travail dès 7h30. C'est même un peu rarissime. Donc, de ce point de vue, je crois que pour des ministres qui déjà coûtent cher aux contribuables congolais, puisqu'un ministre, d'après mes informations, gagne un peu plus de 15 millions de francs CFA par mois. Et si un seul ministre coûte 15 millions de francs CFA aux contribuables congolais, ne paye pas l'électricité ni l'eau et bénéficie d'un habitat décent qu'il ne paye pas non plus. Ce que vous dites là, c'est officiel? C'est officiel, c'est officiel. 15 millions des ministres, ça avait été relevé à ce niveau. Et le président de la République peut-être... Il y a deux catégories de ministres. Il y a des ministres d'État, des ministres... voilà. Et tout compte fait... Il y a 15 millions. Ministre d'État, 15 millions, voilà. Et des ministres tout court, 11 millions. Donc ça coûte cher déjà à l'État congolais. Et c'est là où j'abonde dans le même sens que Juste, en disant, pourquoi aller toujours en France? Pourquoi ne pas développer l'arrière-pays, aller se reposer chez soi? Si vous allez en Afrique de l'Ouest, des ministres ivoiriens vont se reposer dans leur village. Et donc, cela, à mon avis, peut davantage permettre de développer l'arrière-pays que de penser toujours qu'on doit aller au Brésil, on doit aller en France. Et quand on va en France, on est encore les premiers à dire la France nous met les bâtons dans les roues. Donc, ça dépend de ses propres moyens. Si on a des moyens, on peut aller n'importe où. Je veux bien que ce soit un problème de moyens, mais que fait le Congolais lambda, c'est-à-dire le fonctionnaire qui n'a pas autant de moyens? Lui, il prend ses vacances où? On va y arriver. Alors, que pense Ernest Blanchard-Dimi? Moi, je suis plutôt étonné par la réaction des amis ici sur le plateau du fait que ils ne comprennent pas pourquoi nos ministres partent pour la plupart se reposer. Pas pour la plupart, tous partent se reposer en France. Mais s'ils ne vont pas en France, comment ils vont faire pour dépenser tout ce qu'ils ont amassé pendant tout ce temps-là? Et vous oubliez, non, faites un peu le calcul. Vous êtes à 11 millions par mois. Pour le ministre ordinaire, 11 millions par mois. Et ça, c'est ce qui est officiel. Et prenez les petites choses, le fonctionnement du ministère, tout ça, et on sait comment un peu ça se passe. Normalement, s'il va dans son petit village, il ne pourra pas finir. Et de toute façon, chez nous, la tendance de nos élites politiques, c'est de faire en sorte que les autres, sinon la population qui peut être autour de soi, soit réduit au moins à la mendicité ou à l'esclavagisme pour qu'il soit toujours en haut. Alors, s'il arrive là pendant 12 jours, et se mettra sûrement à partager, chacun se sentira peut-être un peu plus à l'aise, donc tout le monde aura l'argent. Alors comment se sentira-t-il encore être au-dessus des autres? Donc c'est ça, il faut qu'il parte là-bas. Et quand il va là-bas, on mobilise tout le monde à son retour, on se retrouve à Maya Maya, voilà, il est revenu, il va peut-être faire un tour là-bas, tout le monde ne va pas rencontrer, et puis il revient. Donc c'est tout à fait normal qu'il parte là-bas où on sait comment les dépenses sont faites, c'est tout. Voilà, et on termine avec Chrysostome. Ok, merci, mais je fais mienne les interventions de mes confrères. Mais je vais ajouter quelque chose, parce que ces ministres aussi devraient, je ne sais pas s'ils apprennent à leurs enfants la langue maternelle. Parce que je me suis retrouvé à l'époque chez le ministre de la Culture, Feu Gabriel Machona, un dimanche, en recevant des amis. Et il a voulu passer une indiscrétion en patois. Et il a demandé à sa fille d'aller chercher finalement les vers et le nsamba qui se trouvaient de l'autre côté. Mais la fille n'avait rien entendu en patois. Et il s'est dit, mais je suis malheureux en tant que ministre de la Culture et que ma propre fille ne sait même pas parler ma langue ni l'entendre. Donc moi je crois que quand ils sont en vacances, ces ministres-là, comme a dit quelqu'un ici, Alphonse,
c'est de se retrouver au village avec la famille et c'est de parler en patois pour que ces enfants-là aussi puissent bien véhiculer la langue maternelle et pour le commun de mortels, parce que c'est très bien la langue maternelle. Ça, c'est votre vision. Ça, c'est ma vision. Et lui, je vais rajouter quelque chose, parce que ces ministres-là, ils vont en vacances. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont en vacances forcées depuis, parce qu'ils n'ont pas du boulot. Donc, et j'ai abondant le sens. C'est le cas de... Mais de beaucoup de Congolais qui ne trouvent pas de l'emploi. Mais quand même, il y a d'autres ministres qui restent pour travailler, parce qu'il y a d'autres qui restent, mais d'autres qui se sont déjà embourgeoisés, parce que c'est quand même les sociodémocrates qui sont quand même, entre guillemets, ils devaient être proches de la population et comprendre la réalité, mais non. Et puis, qu'est-ce qu'ils pensent de beaucoup de ces milliers d'enfants congolais et des diplômés qui sont en vacances forcées? Ça veut dire que eux, comme ils ne peuvent pas même aller même à Kinkala ou à Oyo, bah, ils sont obligés de rester, ou ceux qui sont là-bas sont obligés de rester. Donc il faut qu'ils commencent à réfléchir. Il y a ceux qui sont là, ils ont une vacances forcées, ils ne vont pas aller quelque part, mais qui réfléchissent comment travailler. Mais de l'autre côté aussi, il faut que le président mette aussi fin à ça. Parce que il faut que le président qui dit d'arrêter. Voilà, merci. C'était que là des questions d'échauffement pour rentrer de plein pied dans cette émission Point de presse. Alors, les ministres en vacances, c'est là départ vraiment le sujet à l'ordre du jour de cette émission. Le Rassemblement pour la majorité présidentielle, le RMP, a organisé hier après-midi au boulevard Alfred Raoul un meeting populaire pour soutenir le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Images et commentaires. Ce meeting du RMP de ce samedi illustre la ferme détermination de la défense de la souveraineté du Congo par le peuple congolais, notamment de la majorité présidentielle. Le Congo étant un pays indépendant, aucun autre pays peut s'ingérer dans ses affaires, a signifié le président par intérim du RMP. Et par là, le Rassemblement pour la majorité présidentielle met en garde les organismes français qui mettent en mal les bonnes relations fraternelles entre les peuples français et congolais. Le président Denis Sassou Nguesso ne mérite pas l'acharnement dont il est victime. Cet acharnement, nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons jamais, a renchéri Pierre Ngolo. Pour son implication au règlement des conflits dans la sous-région et en Afrique, pour son intense activité diplomatique qui lui vaut la reconnaissance partagée de la communauté internationale. Le président Denis Sassou Nguesso ne mérite pas l'acharnement dont il est victime et que vous dénoncez à raison. Cet acharnement, manœuvre sordide de certaines ONG, d'une certaine justice et de certaines autorités françaises, cache à peine le déni de la souveraineté du Congo, tout autant qu'il voile à peine la tentation de remise sous tutelle du Congo, pays pourtant indépendant et libre. Pierre Ngolo a profité de cette grande mobilisation pour lancer un appel aux cadres et militants du RMP, en particulier en général aux Congolais, de prendre massivement part à l'opération du recensement administratif spécial pour la bonne marche de la démocratie au Congo. Touche pas à mon président, ce cri de ralliement de cette plateforme politique était aux lèvres de tous au boulevard Alfred Raoul. Voilà, vous venez là de suivre donc le meeting d'hier au boulevard Alfred Raoul du RMP. Alors, peut-on dire ici qu'il y a un acharnement en la personne du président Denis Sassou Nguesso? Elie Smith. Okay, merci. Non, moi je pense que, vous savez, on est des journalistes, on doit avoir le courage maintenant parce que le temps là est passé où on a toujours peur, qu'il ne faut pas dire des choses, on va t'arrêter, on va faire... Non. Moi, je pense que le PCT, une fois de plus, manque de stratège. Et deuxièmement, je pense qu'on n'a pas le problème des vacances là. Parce que peut-être, parce que comme tout le monde était en vacances, le président rentre hier
samedi, ils ont organisé quelque chose pour faire miroiter au président que nous on vous aime. C'est un peu l'histoire du chat de l'Iran et puis Mao Zedong. Bon, on va laisser parce que ça va nous prendre du temps. Non. Premièrement, qui s'acharne sur le président? Il faut qu'on déborde, il faut qu'on arrête ce problème de déplacer le débat. On a un problème judiciaire. Il faut qu'on focalise sur le plan judiciaire. Le premier secrétaire a parlé des ONG. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on connaît que Sherpa et d'autres organisations comme Transparency International en veut au Congo? Non. Que avions-nous fait pour arrêter tout ça? Je pense qu'il n'y a pas un acharnement sur le président de la République. C'est uniquement un problème judiciaire. Il faut que ça soit sur le plan judiciaire. Et qu'il faut que les gens cessent de penser que, bon, dans les vraies démocraties, hein, il y a une indépendance de la justice et l'exécutif. Donc, quand un problème concerne la justice, focalisons-nous sur la justice. Et ceux qui organisent ce genre de marche, parce qu'il y a un amalgame qu'ils sont en train de faire, ça essaie de galvaniser le système nationaliste qui peut être interprété en face comme si c'était un mouvement anti-français. Et de fois, en Afrique francophone, ce n'est pas comme en Afrique anglophone, aucun pays ne s'est levé un jour, tenu tête à la France et résister. Et ces leaders politiques, il faut qu'on les informe. On a vu ce qui s'est passé avec Gbagbo. Quand il faisait ses problèmes contre la France, il mélangeait un peu tout. À un moment, ils seront interdits d'aller à Paris. Donc moi, je pense que s'il y a un problème, le PCT doit s'asseoir et réfléchir mûrement comment l'attaquer. Et puis, il mélange encore des choses. Qu'est-ce que ce problème a à y voir avec le recensement administratif spécial? Donc, où ils veulent, comme on est dans un système, vous n'allez peut-être pas aimer, communiste, où on aime toujours mentir et faire de la propagande et faire miroiter au président de la République ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Si c'est un problème judiciaire, attaquons nos problèmes judiciaires. Il faut qu'ils commencent d'abord à réfléchir qu'on est dans un mois qui serait un peu mouvementé pour le Congo avec des multiples plaintes qui vont arriver. Réfléchissons comment contenir ça au lieu de mélanger les choses, dire qu'on est en train de toucher le président. Le président n'a rien à y voir dedans et le président n'avait pas été attaqué. Voilà, permettez-moi de comprendre l'acharnement dont il est question ici. S'agit-il de quelle affaire? De 4 mars, de disparu de Buge, ou il y a une autre affaire dont le président est l'objet de l'acharnement? Une fois, après, je peux laisser que les autres collègues... Oui, moi je ne pense pas... Ernest Machar-Dimi. Bon, en tout cas, Emery, je ne sais pas comment te répondre dans cet angle-là, parce que je ne sais pas aujourd'hui, en dehors de cette histoire de bien mal acquis, je ne vois pas quelle est l'affaire dans laquelle le président de la République aujourd'hui est cité dans la justice française, personnellement en tant que Denis Sassou Nguesso. Et l'acharnement, bon, j'ai entendu défense de la souveraineté vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de la France, oui, parce que la France en fait un peu trop, oui, mais la France ne va pas en faire trop. Pourquoi? Quand 37 ministres sont en congé, 37 sont à Paris. Alors, vous attendez, vous avez quelle souveraineté d'abord? Donc, c'est ça. Moi, je crois que tout ça, c'est une sorte d'amalgame que certains Congolais comprennent, hein, certains Congolais un peu de notre temps, comprennent qu'il s'agit d'un amalgame qui pourra être de mauvais goût. Parce que ça peut se retourner, effectivement, contre nous-mêmes. Parce que, il y a après l'exemple de Gbagbo, hein, on a vu comment il a fait. L'affaire, s'il y a des affaires juridiques qui mettent le Congo en difficulté, le Congo est fait de juristes, le PCT connaît des professionnels du droit, donc il peut s'approcher d'avoir un point de vue et donner son point de vue dans les espaces appropriés. Parce que vous pouvez organiser un meeting ici, oui, dire que voilà, nous sommes contre le fait que la justice française revienne sur cette affaire, mais ça ne va pas empêcher de continuer. Il y a un acharnement sur le plan politique, les voix sont connues, il y a les ambassadeurs, il y a les diplomates, tout ça. Je crois que c'est une sorte d'amalgame qu'il faut parfois se tenir un peu à l'écart de ça. Et puis pourquoi attendre toujours le retour du président pour organiser cela? C'est comme j'ai toujours dit, que chez nous, nous avons la politique spectacle qu'on est en train de faire pour montrer qu'on fait quelque chose. Le pays est resté mort pendant 1 mois. On avait tout cet espace-là pour essayer un peu de manifester. Pourquoi attendre que le président revienne, c'est pas à 18h ou 19h? Alors on fait un truc à 16h rapidement pour que quand il arrive, voilà, les gens même. Je crois que c'est de l'amalgame et puis il y a trop de spectacles. Voilà, voilà. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais dire quelque chose. J'ai même beaucoup à dire là-dessus. Bon, premièrement, je pense que le slogan qui a été énoncé,
c'est pas que je donne touche pas à mon président. On n'a pas besoin de dire touche pas à mon président, on doit dire touche pas à mon Congo. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une réponse qui a été donnée suite à l'arrestation, à l'interpellation et à la mise en examen du général Norbert Dabira. Donc on s'est dit, quand on a touché la souveraineté du Congo, on aurait pu dire, le PCT aurait pu dire, touche pas à mon Congo, et je suis entièrement d'accord, parce que nous avons vu le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et des Droits humains passer. Déjà, il était tout seul, il n'y avait pas le gouvernement à côté de lui. C'est problème de cohésion qu'on se pose la question de savoir si vraiment il y avait un gouvernement, parce qu'il était tout seul. Tout seul au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères, pour stigmatiser l'action de la France. Moi, je suis contre le fait que la France veut toujours donner des leçons à notre pays. Donc, pour cet aspect, je dis oui. Mais, concernant maintenant le meeting, écoutez, aujourd'hui, on peut organiser des meetings, des manifestations. Ça n'aurait aucun impact sur les juges français. Ce qu'on aurait pu mieux faire, c'était d'organiser ce qu'on appelle des pétitions. Organiser des pétitions et aller remettre ces pétitions. Idover Moigny a voulu faire, mon frère a voulu faire cette affaire, aller remettre ça à l'ambassadeur de France, aller remettre ça au Quai d'Orsay à Paris, pour dire que voilà, il y a eu 40 000 signatures ou 400 000 signatures, comme le PCT se targue d'avoir 400 000 adhérents, mais ces 400 000 adhérents devaient signer des pétitions pour dire que touchez pas à notre Congo, et non touchez pas à Denis Sassou Nguesso. Parce qu'en mettant Denis Sassou Nguesso en avant, c'est comme si l'affaire, soi-disant cette affaire, concerne Denis Sassou Nguesso, parce que nous avons vu cette affaire être jugée. Le président Denis Sassou Nguesso n'a été aucunement cité. Et aujourd'hui, on nous dit, touchez pas mon président. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, je crois que là-dessus, il y a... Bon, écoutez, vous savez, la politique, nous sommes au XXIe siècle, la politique se fait différemment. Nous avons vu, par exemple, le président Barack Obama, pour légaliser son action d'aller combattre en Syrie, passer dans cette chaîne de télévision pour essayer de faire quoi? Pour essayer de susciter la légende, de faire comprendre à ses concitoyens qu'on doit quand même intervenir en Syrie. Aujourd'hui, j'ai suivi hier Mathias Nzon passer à BBC Africa numéro 1, mais c'est pour critiquer le Congo, pour critiquer l'action du Congo. La politique ne se fait plus dans les meetings, non, ça c'est le temps du communisme. Aujourd'hui, la politique se fait dans les réseaux sociaux, la politique se fait au niveau des médias, la politique se fait dans les chaînes de télévision. C'est ça le combat politique. Mais le combat politique, oui. Oui, ce que moi je pense que, pour abonder dans votre sens, c'est que quand vous dites qu'on doit passer, Barack Obama est passé dans les chaînes. Cette chaîne de télévision. Mais eux, ces politiciens du PCT là ont peur des télévisions. On ne peut pas faire la politique. Et puis le problème de Mathias Njong, quand on a fait les interviews de Mathias Njong ici, on devait même couper la tête des gens. Quand vous refusez, on est au XXIe siècle, vous refusez à un monsieur de s'exprimer dans son pays. Il s'exprime ailleurs. Il s'exprime ailleurs. Et quand il s'exprime ailleurs, le danger est que c'est plus dangereux, ce n'est plus comme si sur les Congolais, ça devient un problème mondial. Justement, il faudra que le PCT apprenne à justement, c'est pour cela, je vais chuter là-dessus. Justement, c'est pour cela que les acteurs au niveau du PCT devaient chercher à aller dans ces médias-là. Aller dans ces médias pour essayer de présenter ce qui se fait au Congo. J'ai suivi le secrétaire général du parti parler, oui, Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est un grand homme d'État au-delà de l'homme politique. Mais si vous ne présentez pas, si vous ne montrez pas que Denis Sassou Nguesso est un grand homme d'État, comment est-ce que les autres sauront que Denis Sassou Nguesso est un grand homme d'État? Donc je pense que nous avons une école, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons un ministre en face. Il fait au moins du bruit. Voilà. Quand on doit faire du bruit... Juste, je voudrais... ma question, c'était celle de savoir pourquoi tant d'acharnement sur la personne de Denis Sassou. Mais il n'y a pas d'acharnement sur la personne de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire que c'est ça l'instrumentalisation. C'est ce qui est dit dans... Non. Personne ne s'acharne sur Denis Sassou Nguesso. Les gens s'acharnent sur le Congo. Voilà. Les gens, écoutez, ne réduisons pas le Congo à Denis Sassou Nguesso. Les gens s'acharnent sur le Congo. Le Congo est un pays souverain. Aux Congolais de se lever pour aller combattre. Mais les Congolais doivent combattre dans les règles de l'art maintenant. C'est-à-dire que je pense que la meilleure façon, tout ce monde-là aurait signé des pétitions, c'est ce qui existe maintenant. Voilà, on a vu le maire qui a été battu en Russie ramener des pétitions devant les tribunaux en Russie pour dire que, écoutez, l'élection a été truquée. Voilà ce que je pense que ce que le RMP devait faire, c'est de faire signer des pétitions et d'interpeller, s'il y a un problème, d'interpeller l'ambassade de France au Congo. Voilà. Il n'a jamais été interpellé.
il faut l'interpeller, il faut l'appeler en consultation pour lui faire comprendre pourquoi cette histoire est sortie de la rue. On ne peut pas. Cette histoire est sortie dans la rue alors qu'il y a une semaine de cela, on avait interdit au CPR de Idever Moigny de pouvoir marcher. Il devait déposer un mémorandum. Oui, je voulais d'abord répondre à mon frère juste. Rapidement, que l'ambassadeur de France ne doit pas être interpellé. Moi, c'est ce que je pense. Si le gouvernement, je crois que Dimi a dit ça, si le gouvernement estime, bon, il était en vacances, peut-être le président a oublié, estime que le Congo a été touché, on fait une convocation officielle. Tout à fait. Oh, oui. Mais maintenant que les gens veulent, et d'autres pas, pourquoi ce qui n'est pas cohérent? Pourquoi se fait-il que M. Ediver Moigny voulait organiser une marche ici avec le dépôt d'un mémorandum? C'est différent. Là, il n'y a pas de mémorandum. Et qui est plus sérieux, parce qu'il y a un mémorandum. Il y a un mémorandum. Pourquoi on a interdit pour accepter que c'est le Parti communiste congolais du travail qui organise un truc parce que le président arrive? Parce que non, honnêtement parlant, moi je pense. Ils ont bien calculé que le président va arriver vers 19h. Il faut qu'on organise ça vers 17h. Non, le président est rentré un peu tôt. Un peu tôt. Bon, que quand le président... 16h, 17h. Voilà, oui. Que quand le président va commencer à se promener dans la ville, le peuple même. Regarde, l'histoire est très dangereuse. Moi, j'ai vu le quoi en Chine. Mao Zedong, quand il sortait pour se promener, on prenait les montres, on fondait, on montrait comment la Chine est devenue un grand pays d'acier. Et l'agriculture, Mao était surpris que les gens mouraient en Chine. C'est la même chose qu'ils ont toujours trompé le président avec l'électricité. Vous figurez-vous, le directeur de la Société nationale d'électricité, il n'est jamais allé à Imboulou depuis qu'il a été nommé président, directeur. C'est le jour où on fait un truc pour Trump. Oui, il a dit ça le jour qu'il avait organisé sa conférence de presse, qu'il devait aller à Imboulou. Tu es là depuis 3 mois, tu n'es jamais allé à Imboulou. Et on fait amener le président à inaugurer les choses qui ne marchent pas. C'est la même chose, ce spectacle. Qu'est-ce que le président a à y voir avec ce qui se passe? Maintenant, touche pas mon président. C'est un être humain, si tu es mort, quand on dit touche pas, je serais content. Non, le touche pas mon président. Fouque Chrysostome. Ok, merci. J'ai une autre observation ou une analyse à faire. Oui. Vous savez que nous prenions des traités ou nous prenions des décrets, nous signons des articles, des conventions. Non. Dans la Constitution, à son article 48, il est dit que toute personne nommée ou élue à des hautes fonctions devrait déclarer ses biens. Au début des fonctions et à la fin de ces fonctions-là. C'est nous-mêmes qui nous tirons des ennuis. Parce que quand vous veniez à la fonction et que vous avez accumulé autant de biens dont vous êtes incapable de démontrer la traçabilité, on se retrouve à des problèmes comme ça. Ce n'est pas seulement pour le président Sassou Nguesso, ça sera pour tous les Congolais. Comme pour nous qui sommes là. Si demain c'est vous qui êtes à ce poste-là et que vous aviez amassé autant de biens dont vous êtes incapable de démontrer, de défendre devant les juridictions, mais on peut arriver à ce genre de pépin. Non, moi je crois que nous sommes un pays souverain, oui, mais un pays souverain qui ne respecte pas ses propres textes que nous prenions. C'est nous qui prenons ces textes-là. C'est pas la France, c'est pas la justice française qui vous a demandé. Non, monsieur Emery. La justice française ne vous a pas demandé de mettre dans votre constitution un article dont nous sommes incapables de respecter. Ça, c'est mon point de vue. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Je ne mélange pas. Non. Je ne parle pas. M'excuse. Là où la justice française a interpellé le général Dabila, c'est sur les crimes. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je ne suis pas d'abord sur les disparus du Bichi. Je suis sur les biens mal acquis. Non. On est sur les disparus du Bichi. Et que dit Joachim Banja? Merci bien, Obargué. Oui. La première des choses, il nous faut être précis sur les faits. Voilà. Les faits, c'est quoi? Il faut se dire que la plainte déposée en France, je crois en 2004-2005, vise entre autres personnalités le président de la République. Donc parmi les 5 personnalités qui sont visées par cette plainte, il y a le président de la République sur l'affaire des disparus de Bichi. La plainte est déposée en France. Les biens mal acquis visent entre autres, comme nous le savons tous, des chefs d'État de la sous-région, parmi lesquels le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc ça, c'est la deuxième affaire qui le vise directement. Et il y a cette troisième affaire qui est arrivée, notamment le transfert, enfin disons, les restes
mortel on va y arriver. Explorateur. Voilà. Bon, là, c'est le Congo qui est visé. Mais ce que je voulais dire, par rapport au meeting de la majorité, j'aime bien la remarque que Juste a faite, c'est vrai. Mais moi, je considère cette initiative beaucoup plus de consommation intérieure. C'est-à-dire que c'est une initiative qui est faite un peu pour se donner le moral. Pour se donner le moral, apporter un soutien politique à nos responsables par rapport à toutes ces affaires judiciaires en France. Mais c'est vrai que cette initiative-là n'a aucun impact sur les procédures judiciaires engagées. Ça, il faut en être conscient. C'est fait probablement pour nous soutenir le moral, nous requinquer le moral, mais ça n'arrête pas les procédures qui ont été engagées. Et ça peut même avoir un effet contraire. Un effet contraire, parce que si nous réclamons de la démocratie, le principe de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. La justice est indépendante. Et si nous ne montrons pas que nous sommes soucieux de ce principe de l'indépendance de la justice, évidemment, ça peut nous desservir. Donc ça, il faut en être conscient. Que le meeting du PCT, ce soutien, c'est vraiment par rapport à la consommation intérieure, c'est pour ne pas décourager le moral des militants et tout. Et c'est une action vraiment insuffisante. Si le Congo veut essayer de se tirer d'affaire, c'est bien sur le terrain judiciaire qu'il faut amener le problème. Et je crois que le ministre d'État, Aimé Emmanuel Yoka, a évoqué une ou deux pistes justement judiciaires. Qui doivent constituer la réaction du Congo. Oui. Il y a même une piste diplomatique. Et je crois que c'est à partir de cela que le gouvernement doit travailler. Je crois que la première fois, le Congo avait porté ce problème à la Cour de la Haye, pour savoir si la justice française pouvait se saisir du problème des disparus du beach. Bon, il y a eu un procès ici. J'ai toujours dit, quelle que soit l'issue de ce procès, dès lors qu'il y a eu volonté de pouvoir dire le droit sur cette affaire, en principe, aucune autre juridiction ne peut s'en saisir. Mais si la juridiction française continue à s'en saisir, probablement le gouvernement congolais a intérêt à saisir la Cour internationale de la Haye, pour justement obtenir à ce que la justice française se dessaisisse de cette affaire. Donc il faut une réaction judiciaire appropriée. Oui. Et il faut aussi une réaction diplomatique appropriée, comme Dimi l'a dit. Et non de l'affaire dans la rue. Voilà, et non de l'affaire dans la rue. Parce qu'effectivement, il nous faut quand même tirer les leçons. En Côte d'Ivoire, le président Babo l'a fait et ça s'est totalement retourné contre lui. Oui, il s'est retrouvé voilà. Son épouse l'a fait, ça s'est retourné. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand on fait comme ça, là, après, ça lève dans l'opinion un sentiment anti-français. Pour peu que un Français soit agressé dans un village, dans un coin reculé, on commencera à indexer les autorités congolaises et ça peut prendre une autre direction. Donc là, le politique quand même doit être un peu responsable, doit faire attention. Le Congo, nous ne sommes pas, par rapport à la France, nous ne sommes pas embêtés dans ce sens que la France nous nie notre souveraineté. Mais il y a des problèmes qui se sont passés et ils sont sur le plan judiciaire et c'est là où ils sont qu'il faut aller les attaquer. Je crois que le Congo a des avocats. Ils doivent se défendre. Bon. Maintenant, la contradiction qu'on peut relever, c'est que dans tout ce qui se fait, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Parce que quand on voit cette initiative, et quand on voit ce que le général Dabira a dit sur les ondes de Radio France Internationale, c'est totalement en contradiction. On voit quand même un officier général, un homme public, qui est à la tête d'une institution, se montrer disposé à suivre la procédure judiciaire française. Que dit son pays? C'est ça le paradoxe. Voilà, que dit Alphonse Ndongo par rapport à ce sujet? Déjà hier, il faut noter d'entrée de jeu qu'à l'observation, le PCT ou bien la mouvance présidentielle n'a pas mobilisé grand monde que la fois passée.
lorsqu'ils ont fait un meeting réplique à la plateforme de l'opposition congolaise, je n'ai pas senti, même au sein des populations, cet élan qu'ils avaient voulu susciter, tel que l'a dit Mbanza tout à l'heure. Est-ce que ça peut s'expliquer, cette réticence? Ça peut s'expliquer dès lors que les principaux animateurs, même, n'est-ce pas, de la mouvance présidentielle, n'ont pas le background nécessaire pour faire passer un message. C'est ce que j'ai cru savoir hein, quand j'étais hier, n'est-ce pas, sur l'esplanade du palais des congrès à Brazzaville. Et c'est vrai que, pour ne pas répéter, pour ne pas reprendre ce que viennent de dire mes collègues, ça n'a aucun effet. Organiser des meetings, c'est franchement un coup d'épée dans l'eau. Ce genre de bataille, c'est surtout au niveau judiciaire. Il faut faire, n'est-ce pas, un lobbying auprès, n'est-ce pas, de certaines personnes, de ces grands diplomates, des grands responsables, n'est-ce pas, au Palais de Bourbon à Paris, voir des gens qui ont des voix autorisées au niveau de la France, aussi bien politique, diplomatique que judiciaire, pour pouvoir faire passer le message du Congo. C'est ce à quoi le Congo devrait s'atteler, parce que il faut craindre. Je n'ai jamais vu un État francophone braver la France et réussir. Tout le monde sait ce que la Guinée aujourd'hui, comment Sékou Touré a connu des difficultés pour gouverner son pays, pour avoir bravé la France. On l'a vu avec le FPI en Côte d'Ivoire, on l'a vu avec l'UPC du Cameroun, parce que justement ils ont voulu susciter un élan anti-français au Cameroun. Et donc, je ne vois pas pourquoi le PCT aujourd'hui peut franchement prendre à bras le corps un tel combat et penser qu'ils peuvent, n'est-ce pas, braver la France à 6000 km en faisant des meetings contre la France ou contre le monde judiciaire ou les ONG françaises. Ça n'a aucun effet. Et c'est vrai que cela relève, à mon avis, d'une escroquerie politique. Lorsque je regarde, le président de la République arrive quelque temps après et on organise un peu cette kermesse-là populaire avec débauche d'énergie et d'argent. Franchement, je regrette que le PCT n'ait plus les feux Ambroise Noumazalaï, les Claude Ernest Ndala, les Pierre Ndé, des Mafouana Zéphira, bref, tous ces gens, des Tister Chikaya, tous ces gens qui étaient des cerveaux pensants et qui savaient dans pareille situation savoir quelle réplique donner. Aujourd'hui, je n'ai rien contre ceux qui sont là, ils sont des hommes politiques valeureux, mais force est de constater qu'ils n'ont pas le background nécessaire pour pouvoir conduire les choses avec le nouvel environnement politique international qui impose des relations au-delà de la bataille diplomatique, judiciaire. Il faut aussi une bataille médiatique. Et la bataille médiatique doit se passer dans des grands médias. Et je regrette parce que tout le temps, c'est ce qu'a dit Elie, lorsque vous voulez rencontrer une autorité politique qui, n'est-ce pas, est de la mouvance présidentielle, pour ne même pas dire du Parti congolais du travail, s'il vous plaît, vous pouvez attendre un an. Hein. Moi, je me souviens que j'ai demandé à rencontrer Pierre Ngolo pour une interview. Jamais je n'ai reçu de réponse pour envoyer à Jeune Afrique Économique. Et donc, voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il va falloir que les gens, aujourd'hui, qu'il y ait des gens, je sais qu'il y a des gens assez qui sont agiles de cerveau au sein de la plateforme de la mouvance présidentielle, il faut qu'ils aillent en France, qu'ils mènent une grande bataille médiatique, mais aussi qu'ils remuent leurs relations, pourquoi pas aussi politiques. Mais il faut toutefois reconnaître, toute proportion gardée, qu'en France, il y a une séparation de pouvoir à la Montesquieu, c'est-à-dire vous avez l'exécutif d'un côté, le judiciaire de l'autre. Penser qu'il y a comme une politisation du judiciaire dans le cas d'espèce, je pense que cela, c'est quand même faire erreur. Voilà, point de presse, c'est ça, justement, une émission d'édification avec des bonnes analyses, des propositions, des pistes capables à pouvoir trouver des solutions à certains problèmes. Alors, Elie, oui, moi, vous voulez rebondir? Si, je voulais rebondir sur l'aspect judiciaire. Parce que j'ai insisté tout à l'heure qu'il faudra qu'on se focalise sur l'aspect judiciaire. Mais il y a autre partie. Si vous voulez qu'on juge, parce que les verdicts ne sont pas rétroactifs. Donc quand on a jugé à Brazzaville, pour respecter Brazzaville, on doit respecter les décisions prises dans les cours de Brazzaville. L'autorité de l'affaire jugée. Bon, mais de l'autre côté, si maintenant un ministre brazzavillois va en France, il a un titre de séjour français, ça change tout. Parce que ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Parce que bon, ça ne sert à rien, parce que ici, c'est un peu de l'enfantillage. Si vous avez M. X
est poursuivi pour telle chose. Quand vous allez sur le territoire français et vous avez un titre de résident français, on vous traite comme tout résident français. Ça veut dire que n'importe X ou Z, vous allez retrouver peut-être monsieur Twanga qui va dire, ah bon, écoute, on avait jugé ça à Brazzaville, mais donc comme toi tu es un Français ou un résident français, il porte plainte, on recommence et ça déclenche tout. Merci pour ces éclaircissements, Élie. Oui, en fait, je voulais ajouter seulement un point. Bon, Alphonse l'a dit très rapidement. Mais je pense que c'est important parce que le ministre d'État, Emmanuel Yoka, a eu à présenter, je crois, les points sur lesquels le gouvernement ou les politiciens au niveau du RMP devaient s'atteler. Les points, il y a le point au niveau judiciaire, bien sûr, au niveau diplomatique, mais aussi au niveau politique. Parce qu'il a bien dit qu'ils sont partis, ils ont déposé un mémorandum auprès du ministre français de la Justice. De la Justice. Mais quand on dépose un mémorandum, qu'est-ce qu'on en fait après? Il faut qu'il y ait un suivi. Le suivi, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le lobby. Il faut qu'il y ait un lobby politique. Il faut que moi, je le dis, je vois Mathias Nzon en l'espace d'une semaine, il est passé à RFI, il est passé à BBC, il est passé à Africa numéro 1. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais là-bas, il cherche à susciter l'allégeance, à susciter que l'opinion internationale puisse commencer à regarder de fond en comble le problème qui se passe au Congo. Mais s'il n'y a pas la réplique politique, s'il n'y a pas cette réplique-là au niveau des acteurs de la majorité présidentielle, je nous assure, parce que moi, je suis foncièrement contre le fait que la France puisse dicter toujours ses lois au Congo. Je pense que c'est un temps revenu. Mais s'il n'y a personne qui puisse se lever pour aller contrecarrer, y compris au niveau médiatique et politique, parce que c'est ça qui joue. Parce qu'au niveau des médias, quand on parle, aujourd'hui nous avons vu par exemple, je vais chuter là-dessus, si la crise en Syrie a pu s'estomper, c'est parce que le président Poutine a eu à utiliser ce qu'on appelle la force des médias. Voilà. Il n'a rien fait d'autre que de dire au niveau des médias, non, nous avons une proposition alternative et c'est ce qu'on doit faire actuellement pour que ce ne soit pas seulement l'affaire. C'est que ça veut Mathias Nzon, c'est parce que nous aussi on doit être courageux. Si on laissait que Mathias Nzon s'exprime ici au Congo librement, Mathias Nzon ne s'exprime c'est pas vrai. Il s'exprime une fois pendant 4 ans. Le Congo doit apporter une réplique, mais pas dans la rue, de manière objective. Passons à un autre sujet, s'il vous plaît, au terme d'un procès qui a duré 1 mois sans établir les causes réelles de l'incendie de l'Écramu ayant causé la mort de plusieurs, sinon de plus de 200 personnes et occasionné des milliers de sans-abri. La Cour criminelle a rendu son verdict le lundi dernier, 9 septembre, en condamnant 6 personnes sur les 32 accusés. Images et commentaires. Palais de justice de Brazzaville, 8 heures, le public y est pris d'assaut. Le dispositif sécuritaire est mis en place pour éviter assurément d'éventuels débordements. Dans la salle, au balcon, tout comme à l'extérieur du palais, l'attente est longue et le public assoiffé, curieux de savoir si ce procès allait faire la lumière sur cette catastrophe qui a endeuillé des centaines de familles, rendu invalides des centaines de Congolais et fabriqué des milliers de sans-abri. C'est au bout de plusieurs heures d'impatience et que le jury de la Cour a fait son apparition dans la salle. Et le verdict est ainsi prononcé. Public contradictoire en matière criminelle en premier lieu. Le sol déclare qu'Akok Kwakblou non coupable du dommage à la propriété immobilière d'autrui, d'assassinat et de coups et blessures volontaires mis à sa charge. L'on acquitte purement et simple. Déclare qu'Akok Kwakblou coupable du crime d'incendie volontaire mis à sa charge. Dit qu'il bénéficie de l'âge de son attenant en reproche. Nous faisons application là-bas, le condamne à 15 ans de travaux forcés. Déclare Thioro Marcel non coupable d'atteinte à la sécurité d'État, de contrefaçon de biens de nom, de complicité d'arrestation, détention et séquestration arbitraire de complicité de coups et blessures volontaires mis à sa charge. Prononce son acquittement purement et simplement de ses chefs. Déclare en revanche Thioro Marcel coupable de complicité d'incendie volontaire, de détention illégale d'armes de guerre mis à sa charge, dit qu'il bénéficie de l'âge de son attenant en représent de faisant application le condamne à 5 ans de travaux forcés. Dit toutefois qu'il sera souci à l'exercice de la peine ci-dessus prononcé. Déclare Ikonga Akilouchen coupable du crime de détournement, de dissipation, de soustraction des crédits de la somme de 480 millions, d'homicide et de blessures involontaires mis à sa charge. En reproche, le faisant application à la loi, le condamne à peine de 5 ans de réclusion et d'une amende de 120 millions de francs CFA. Ordonne la restitution par lui de la somme de 483 millions au trésor public. Déclare au Baroudi coupable du délit d'homicide et de blessures involontaires mis à sa charge.
en reposant le faisant application de la loi, le condamne à la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 200 000 francs ferme. Déclare Ganache Emma coupable de délit d'homicide de blessure de volonté dans sa charge, en reposant le faisant application de la loi, le condamne à la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 200 000 francs ferme. Déclare Rolando Missé Alvarez Jean, coupable de délit d'homicide de blessure involontaire, en reposant le faisant application de la loi, le condamne à la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 200 000 francs ferme. Déclare Saos André Jelou, Antipo Kaba Jean Ponti, Banjogo Abdul Yorgo, Yemoro Brecha Baké, Chumou Goba Charles Fortuné, Bakimon Jean Bosco, Okana Benjamin, Opita Jean Claude, Okana Romo, Ingane Frédéric Noël, Sona André, Isango Mapassi Dimitri Gélion, Mireille Ramon, Mafa Gladys, Minichero Chita Agas Le Plan, Lebeka Blifi Jacques Agas Baya, Olono Maxime Christophe, Ngami Kevin Service, Lambini Gustave, Eto Obami Servant, Moshi Henriette, Clarisse Épouse Kouyaté, Kouyaté Ismaël, Mikiza Mandali, Destin Noé, et Mekoro Julien, Ferré Bétinéjean, Robert et Bokitomo Roger, non coupable des faits mis à leur charge. En conséquence, des actes purement et simples. Notons que l'État congolais est appelé à indemniser les victimes par catégorie et les avocats de la défense ont 3 jours pour faire appel. Voilà, mes chers confrères, selon vous, ce verdict du procès relatif aux explosions du camp des régiments blindés en Pila le 4 mars 2012 a répondu-t-il aux attentes du public? Ernest Blanchard. Bon, moi je crois qu'il ne faut pas aller faire le travail du juge. Le juge a fait son travail. En tant qu'observateur. Oui, en tant qu'observateur. Je crois que je respecte le travail de chacun. Et je ne suis pas professionnel du droit. Et j'aurais plutôt cru que celui qui lisait, le président de la cour criminelle qui lisait le verdict, lui-même n'était pas un homme serein. Et c'est ça qui suscite même l'interrogation sur ce que lui-même il est en train de dire. Vous savez, c'est une histoire qui a commencé depuis 18 mois. Et on a fait 1 mois d'audience pratiquement ininterrompue. Alors, plus d'1 mois. Et que le jour pour lire 6 ou 7 pages, alors il a voulu courir, alors qu'on a déjà fait 1 an et demi sur le dossier. Je crois que c'est même ça qui suscite quand même une petite inquiétude au niveau de l'observateur. Parce que personnellement, j'ai eu du mal, j'ai couvert le procès du bout en bout, j'ai eu du mal même à comprendre les noms qu'il lisait. Et je me demandais à un certain moment s'il y a eu d'autres accusés ou bien c'est les mêmes qu'on a l'habitude de côtoyer tous les jours. C'est ça qui suscite un peu une petite interrogation sur ce qui s'est passé. C'est d'abord ma première réaction. Voilà, merci. Alors, Chrysostome Fouque. Ok, merci. Ben, le Congolais a l'impression que la manifestation de la vérité n'a pas été connue. Vous savez, pendant 18 mois, les gens sont restés en prison. Qui a mis le feu? Qui a mis le feu? Un nom a été donné. Mais la soif de connaître la vérité chez les Congolais n'a pas été étanchée. Parce que, au regret des Congolais que nous sommes, quelques témoins ne se sont pas présentés à la barre. Nous pensions que si c'est 3 ou 4 témoins qu'on n'a pas vus à la barre, alors cités au départ, s'étaient présentés, peut-être que le procès devait connaître une autre tournure. Parce que ces témoins-là seraient peut-être venus donner une autre vérité. Détenteurs de la vérité parce qu'on devait toujours les confronter. Mais quels sont ces témoins-là alors? C'est moi qui sais, tu connais. Moi, je donc, c'est pas grave. Le public ne connaît pas, c'est pas grave. Il y a des témoins qui n'ont pas. On peut éclairer les noms des témoins étaient publiés. Effectivement, celui qui voudra prendre la parole à ma suite pourra les citer. Mais en tout cas, je parle simplement. J'avais bien envie, moi, en tant que Congolais, de connaître que comme ces témoins ne se sont pas présentés à la barre, ça veut dire que la vérité a été faussée. Puisque la vérité a été faussée, c'est la procédure en elle qui a été faussée, même si il y a eu des condamnés, il y a eu des acquittés. Moi, en tant que Congolais, je me dis, je n'ai pas connu la vérité. Voilà, merci. Alors, que pense Juste Ibombo? Bon, moi j'ai plusieurs interprétations. Première interprétation, c'est un problème très sérieux, hein, parce qu'il y a eu 300 de nos compatriotes qui sont décédés, il y a eu des personnes qui ont tout perdu, et je pense que la décision a été rendue. Bon, le problème, c'est qu'il y a eu un procès. Je ne cherche pas à rentrer dans le fond pour savoir, puisqu'une décision a été rendue, et
en suivant le président de la Cour, il a dit à la fin de son arrêt qu'il donnait 3 jours pour les personnes pour se pouvoir, je sais pas, en cassation. Bon, c'est vrai que quand on a suivi, le président de la Cour parlait, il y avait moins de sérénité, ça on peut dire. Je parle au niveau de la forme. Au niveau du fond, je ne rentre pas dans le fond pour savoir s'il y a des témoins, s'il n'y a pas de témoins. Il parlait très vite et on sentait quand même, bon, c'est vrai qu'il y avait aussi la fatigue. Parce qu'on a dit que les gens attendaient depuis un certain temps et le verdict n'arrivait pas. Mais je dois dire qu'il y a quand même eu cet effort pour essayer d'éclairer les Congolais. Il y a un homme qui a été condamné, Kakom. Mais on se dit, bon, Kakom qui est, je ne sais pas, caporal-chef ou caporal-chef, oui. Pourquoi est-ce que lui, il mettrait le feu à... Pourquoi? Bon, on a dit peut-être qu'il... Est-ce qu'il souffre des troubles? Est-ce qu'il y a eu des psychologues? Son chef avait dit que c'était un fou. Bon, parce que bon, là justement, parce que pourquoi est-ce qu'il mettrait le feu? Peut-on garder un fou dans est-ce qu'il y a eu un médecin? Est-ce qu'il y a eu un médecin certifié? Oui. Un médecin certifié, un psychanalyste certifié qui est venu pour essayer de jauger l'état. Bon, oui, parce que bon, pourquoi est-ce qu'il mettrait le feu, lui? Pour quel intérêt détruire l'arsenal de notre pays? Bon, aujourd'hui, le verdict a été rendu. Oui. C'est vrai qu'il y a quand même des incriminations qui, ma foi, au niveau de l'interprétation, bon, les gens du droit, parce qu'il y a quelqu'un qui est condamné en réclusion criminelle et qui a le sursis, qui bénéficie des larges circonstances atténuantes, alors qu'il y a une réclusion criminelle. Bon, on se dit, est-ce que ces types de condamnation on condamne et puis on met le sursis? Bon, je crois que le Congolais avait besoin de passer la page de cette affaire du 4 mars. C'est vrai que c'est une histoire douloureuse, mais bon, attendons de voir s'il y aurait des pourvois pour voir ce que les juges en dernier ressort. Les 3 jours sont déjà passés, oui. Donc merci. Elie Smith, sur 32 accusés, 6 condamnés, 26 acquittés. Alors, votre point de vue? Mon point de vue... Alors, en temps de la complaisance au niveau de la justice? Non, je ne vais pas dire comme ça, je ne suis pas un spécialiste de droit, mais je tiens toujours à dire ce que j'ai toujours pensé ici quand on a fait l'émission une fois, que les enquêtes, pour moi, étaient un peu rapidement faites. Moi, je pense toujours. Et puis, moi, je pense que quand c'est déjà passé comme ça, en tant que journaliste, vous faites vos enquêtes et puis vous publiez ailleurs ce que vous pensez, votre opinion. Moi, je pense que, ça a été rapidement fait parce que en France, il y a eu un cas similaire. Ce n'était pas un dépôt d'armes, c'était à AZF, une usine. On n'est pas allé vite en besogne. Et à un moment, l'État français a dit, ok, écoute, moi j'assume tout. Parce qu'il y a souvent les cas, mais ça c'est un cas, une station militaire. Je pense qu'on devait aller graduellement pour savoir les coupables. Moi j'aurais, bon, comme c'est au conditionnel, ça je suis en train de faire une enquête, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a 2 personnes qu'on devait, on devait les inculper ou mettre dans les 26 personnes qui étaient là, que par pression politique on les a enlevés. Moi je pense toujours, comme jusqu'au 1er juin jusqu'à aujourd'hui, et là on ne va pas me faire changer, je pense que ça a été fait rapidement parce que comme il y a eu, comme mon frère vient de dire, 300 morts, il fallait par exemple faire un truc, et ça, ben, à la fin on a condamné. Mais la grande question qu'on pose, que moi je me suis posé, la seule et rien que seule, et je commence à voir, c'est que pourquoi se fait-il que M. Bailly, qu'à la fin, dans les premiers jours, pendant les 30 jours, 25 jours que ce procès a duré, il était quelqu'un qui parlait, il était posé, il n'était pas si préfet. Qu'est-ce qui s'est passé que le jour où il était en train de lire ce verdict, il lisait très rapidement? Est-ce que il y avait à peine de comprendre? Oui, on ne comprenait pas. Est-ce qu'il y avait une pression derrière lui? Parce que si c'est ça, donc ce jour-là, il n'y avait que ça à faire. Il n'y avait que ça à faire. Rendre public le verdict. Rendre public le verdict, mais la manière, parce qu'il faut qu'on appelle en anglais body language. La manière qu'il était en train de lire le jour-là, ça veut dire que peut-être au préalable, il a souffert de beaucoup de pression. Voilà, on va y arriver. Alors, Jocelyn Banja, pour une affaire aussi grave comme celle des explosions du magasin d'armes à Pila, aucune preuve scientifique n'a été donnée, ni juridique n'a été établie. Pensez-vous que la commission mise en place, la commission d'enquête mise en place, n'a pas ou a su jouer réellement son rôle? C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite dire qu'il n'y a pas une preuve juridique, il n'y a pas une preuve scientifique. Une preuve scientifique. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont dites au procès. Même en prenant seulement le contenu de ce procès-là, on peut aboutir
à un autre jugement suivant qu'on regarde les choses. Il faudra revenir sur la plaidoirie d'un des avocats de l'État, je crois maître Emmanuel Oko, qui a donné une analyse, enfin à mon avis, mais c'est un avis personnel, à mon avis intéressant en parlant de ces faits-là. Voyez-vous, quand il dit que... mais vous savez, quelqu'un qui donne un ordre, ce n'est pas une note qu'il prend. C'est un crime, quand on donne un ordre comme ça, là, bon, quelque chose qui est intellectuellement fait, c'est un réseau plus ou moins informel. Il y en a peut-être qui jouent des rôles sans savoir qu'ils sont en train de jouer des rôles à l'intérieur d'un réseau, ainsi de suite. Donc, pour démontrer mécaniquement entre le donneur d'ordre et l'exécutant, c'est très difficile.